ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso digo que no. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bien le bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes bien sur Radio Bienvenue Strasbourg, 6 sur la FM au gradient 91.9, cette radio qui est née de l'envie de certains de nos concitoyens et certaines de nos concitoyennes, qui, dans cette volonté d'accueil et d'asile qui ont fait la réputation de la France, ont créé une radio. Et celle-ci s'adresse à toutes celles et tous ceux qui arrivent à Strasbourg et toutes celles et tous ceux qui arrivent en France. Il s'agit bien de ce sujet dont nous allons traiter ce dimanche au travers du témoignage d'étrangers qui nous racontent comment s'est passée leur arrivée en France. Vous écoutez bien les rendez-vous du monde de la caresse et c'est Eric au micro qui prend ce temps en charge au nom du CVIC. Mais avant de partager ces témoignages avec vous, nous allons faire un petit tour du monde pour voir ce que ce dernier nous réserve. Alors, au Burkina Faso, sous la coupe depuis 2 ans d'un coup d'État militaire, un régime militaire qui se définit comme un régime de transition pour 2 ans, une nouvelle vient de tomber. Rien ne changera et la transition durera au moins 5 ans de plus. En Asie du Sud-Est, sévit déjà une canicule record à des pics de plus de 40 degrés, c'est qui ont été mesurés à New Delhi. Et oui, si ici on attend impatiemment à la fin de cette période de pluie, et qu'on n'en peut plus d'attendre que quelques rayons de soleil viennent nous irradier pour parfaire de splendides coups de soleil qui ne sauraient nous être épargnés après ainsi longtemps à l'ombre des nuages, cet animal solaire va tranquillement s'installer et bien dramatiquement dans des contrées en attente radicale de mousson pour permettre de lancer une période de culture et de récolte. Le réchauffement climatique fait bien mal les choses. En plus, la pression des instances internationales pèse de plus en plus sur le gouvernement d'Israël, puisque la Cour internationale de justice ordonne à Israël de stopper immédiatement, entre guillemets bien sûr, son offensive sur Rafah. Il semble qu'à la fois en interne et en externe, de nombreuses voix commencent à s'élever contre les décisions de leur président. Souhaitons que la paix revienne dans cette région et que les belligérants puissent retrouver leurs esprits et mettre de côté les plus radicaux d'entre eux. Trop de violence et trop de morts, parce que, comme toujours dans les guerres, ce sont les innocents qui payent le prix fort, parce que des personnes de pouvoir se croient au-dessus de la vie et de la dignité de leur peuple. Le 9 juin prochain, il y a les élections de nos représentants au Parlement européen, une institution qui s'est faite sur une promesse de paix pour que notre continent puisse s'entendre sur pour que les gouvernements de notre continent puissent s'entendre sur leurs désaccords en parlementant et non en guerroyant. Alors oui, il y a des chaos et des ratés dans le moteur européen, des petites voix qui sont mal entendues, des discours idéologiques très marqués qui dominent de plus en plus douloureusement. Mais ne ratons donc pas cette occasion de porter les représentants dans cet hémicycle, pour que notre bulletin de vote pèse plus lourd que les lobbies et que les humbles citoyens que nous sommes aient enfin voix au chapitre. On a l'occasion de peser pour que nous puissions mener à son acmé ce rêve de paix, d'égalité et de société d'êtres humains prêts à ouvrir leurs bras et leurs esprits à ces congénères qui sont nos voisins de près ou de loin. Alors, le mois dernier, nous avons partagé avec vous le témoignage de Liliane Ham. Elle nous a parlé de son enfance, de cette fille qui a été prise dans la guerre et qui, adolescente, a vu la paix revenir. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une lecture qui, de la même manière, nous parle d'un enfant. Ce dernier nous raconte comment son enfance, ses amitiés, tous ses repères ont été foudroyés par la haine, le rejet sans concession de la différence, comment la violence la plus crue a bouleversé 2 pays, choqué tout un continent, ou plutôt laissé sans voix, au propre comme au figuré, le monde entier. Je parle du roman de Gaël Faye qui s'appelle Petit pays. Ce dernier vivait en 1992 au Burundi, à la frontière du Rwanda. Enfant métisse d'un père français et d'une mère tutsi, et cette dernière se vit comme une exilée au Burundi.
Gabriel, que tout le monde appelle Gabi, habite un confortable quartier d'expatriés avec ses parents, sa sœur, ses amis, qui, comme notre protagoniste, vivent une vie d'enfant. Ils vont à l'école, ils jouent, ils discutent, ils passent leur temps à faire des 400 coups. La vie est douce dans cette maison avec domestique où le père ingénieur, trop souvent absent, passe son temps à diriger des chantiers. La seule tension, c'est celle qui existe entre les parents, le couple qui menace de se séparer. Les enfants souffrent. Mais rien ne les a préparés à la période, à l'approche expérience des ruptures de l'histoire qui sont en embuscade. Bientôt, les différences qui prêtaient à rire, un nez, un cou trop long, vont devenir de véritables marqueurs, des raisons de vivre ou de tuer. Au Rwanda, les Tutsis passent de mal-aimés à vermine à éradiquer. L'innocence et l'amitié se verra piétiner par cette avalanche de revanche sans pitié. D'abord au Rwanda, le génocide des Hutus, les Hutus qui massacrent les familles entières de Tutsis, maison par maison, femmes, enfants, tantes, cousins, cousines, découpés, abandonnés aux chiens errants et aux charognards. Le monde de Gabi passera brutalement des petits bonheurs quotidiens, des grandes fêtes de famille à l'horreur et à l'incompréhension de cette humanité qui perd les pédales et laisse ses bas instincts en roue libre. Une onde de choc qui le touchera jusque dans son cœur, par sa mère, dont l'esprit cédera au désespoir, par son meilleur ami, qui cédera à la haine, à l'appel des armes, de la vengeance, des Tutsis contre les Hutus du Burundi. Pour lui, qui cherche absolument à échapper à cette déferlante de sang et de fureur, cela ne se résumera pas à des noms, des nombres incompréhensibles, difficilement imaginables, mais bien des personnes, des gens qui ont fait partie de sa vie et qui vont semer la mort ou alors la récolter. Cette haine va devenir une horreur très concrète, elle va devenir un vide abyssal, une peur incontournable, le paysage effroyable d'une humanité qui fait l'enfer dans un pays qui avait tout d'un Éden rassurant. Ce roman nous parle de la manière dont un petit garçon se trouve obligé de faire face à l'indicible, d'un adulte qui a trop souvent perdu cette innocence, qui aurait dû lentement laisser l'enfant se dissoudre dans l'adolescent et devenir grand. Si cet enfant n'a pas eu les réponses qu'il voulait, l'auteur a su trouver les mots pour nous faire comprendre les blessures et ses cicatrices qui ne se referment jamais vraiment. Ce dernier nous dit pourquoi il a écrit ce livre. J'ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets, comme des filles de bonne famille, le parfum de citronnelle dans les rues, les promenades le soir le long des bougainvilliers, les siestes l'après-midi derrière les moustiquaires troués, les conversations futiles assises sur un casier de bière, les termites, les jours d'orage. J'ai écrit ce roman pour créer l'univers que nous avons existé avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et devenir une bande d'exilés, de réfugiés, d'immigrés et de migrants. De migrants, en effet, l'enfance sacrifiée a fait place à l'exil et comme tout exilé, il a dû trouver sa place dans un pays qu'il ne connaît pas. Arrivé dans un monde dont il ne maîtrise pas les codes, comme nos trois témoins qui sont partis pour des raisons moins affreuses que notre auteur, mais qui sont arrivés en France et ont dû adopter ce pays sans toutefois perdre ou oublier leur culture. Une culture qui fait grandir, qui nourrit, qui forme une identité. On adopte un pays comme ce dernier nous adopte. C'est ce dont va parler notre émission aujourd'hui. Mais avant d'entendre le témoignage de Mustapha, je vous propose une pause musicale qui met en musique un poème de voyageur. Vous allez entendre Ridan chanter Heureux qui comme Ulysse. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, Mustafa Alinka, ou en turc, ou azéri, c'est Alınca ou Alinca, voilà, parce que c'est pas une prononciation à la française. Et donc, je suis arrivé en France en 1974. Donc, en France depuis plus de 50 ans, pratiquement. C'était même, je suis même arrivé en fin avril 74. Donc ça fait 50 ans, quoi. Vraiment révolu. Et donc, voilà. Et depuis ce moment-là, je suis arrivé à l'âge de 12 ans. Et en plus de ça, c'était la période de fin des scolarités pour la période.
Donc le temps qu'on fasse avec le mois de mai, tout ça. Donc je n'ai même pas été dans une école. Ah ouais. Et donc là, je suis allé à l'école donc à la rentrée 74. Voilà. Ouais, bon. Moi qui suis né le 9 mars 75. Je suis en France avant toi. Voilà. Depuis plus longtemps que moi. Oui. Du coup, d'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu es originaire? Alors, je suis originaire d'une ville qui se trouve complètement à l'est de la Turquie, près de la frontière azerbaïdjano-iranien et voire même arménien qui est un peu plus haut. C'est-à-dire que quand on va vers Montpatelin, Ogder, surtout de nuit, quand il y a les lumières d'Erevan qui sont allumées, on a l'impression d'aller vers une grande ville, mais quand le bus tourne dans l'autre sens, il dit ah. Voilà, donc c'est complètement à l'est, le long de la rivière Arax, qui fait de frontière entre le Nakhchivan, donc territoire azerbaïdjanais, l'Iran. Et donc un peu plus haut, car depuis mon patelin natal, on voit le mont Agri, c'est-à-dire en français Ararat. Voilà, là c'est un super tableau. Voilà. Ouais, le mont Ararat, c'est pas là où l'arche est censée s'être échouée. Et du coup, avec le temps, j'ai appris que, un petit peu avec l'Alsace, donc en fait, Igdir était dans une situation de l'Alsace un petit peu. Comme l'Alsace entre l'Allemagne et la France. Voilà, entre territoires azerbaïdjanais, iraniens, turcs, ottomans, pardon. Et finalement, après la libération, après bien des exactions, donc ils ont décidé de voter leur rattachement à la Turquie. Parce qu'avant, c'était territoire azerbaïdjanais. Mais comme en Azerbaïdjan, à cette époque-là, il y a les bolcheviks. Les bolcheviks sont entrés dans Bakou. Alors, les Azerbaïdjanais de Montpatelin, quand ils ont eu l'occasion, alors ils ont dit non, là on préfère rester côté Turquie parce qu'on ne veut pas être avec les bolcheviks. Voilà. Ouais. Oui, c'était l'époque du bloc de l'Est. Voilà. Donc pour les bien moins de 30 ans même d'ailleurs, le bloc de l'Est c'était l'époque où le monde se divisait entre les occidentaux et les communistes. Et je dirais que les communistes staliniens. Ils avaient voilà, mais je crois qu'ils avaient plus ou moins raison parce que je connais avec l'histoire des trois pays, on va dire, puisque l'Azerbaïdjan, Turquie, et moi j'ai également de la famille en Iran par côté de mon père. Donc franchement, l'époque, comme ils appelaient le bolchevique, c'était un peu ça, quoi. Voilà. C'était, ouais. Oui, mais c'était compliqué parce que quand on vivait sous l'empire de la Russie, il n'y avait pas de liberté. Voilà, c'était très stalinien. Mais d'un autre côté, les pays occidentaux, ils allaient beaucoup moins dans les extrêmes économiques. Oui, bien sûr. Et donc du coup, c'était aussi un peu plus confortable pour nous parce que c'était un peu moins capitaliste pour que ce soit supportable pour tout le monde, quoi. Ben oui. Mais bon, on n'a jamais su retrouver le bon milieu, comme on dit. Eh ben donc du coup, chacun il va de son extrême à l'autre. Mais par contre, je préfère quand même de ce côté où au moins les gens peuvent à la limite en discuter, même s'ils en viennent à la violence, ceci, cela, mais au moins c'est des gens qui sont libres. Mais alors que l'autre côté, c'est voilà. On peut enregistrer des émissions comme ça, les diffuser. Par exemple. Voilà. Par exemple. Voilà. Oui. Donc du coup, tu t'estimes plutôt turc, azerbaïdjanais De toute façon... D'origine, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, de toute façon, moi, avant de venir en France, j'ai habité pendant 2 ans à Istanbul, avec mes parents, parce que mon père était en France à l'époque. Donc, pour ce qui est de reconnaissance, c'est que comme notre communauté à Igdir,
étaient considérés, à l'époque on disait azéris. Et donc, comme ce sont des turcophones, même si bien sûr c'est une autre culture, ce sont des azéris, sont surtout des chiites. Donc, alors qu'en Turquie la majorité ce sont des sunnites, au point de vue religieux. Mais sinon, de toute façon, il n'y avait aucun problème. Donc, on se considérait comme des Turcs azéris. Voilà. Voilà, bah ça, Voilà, c'était ça. C'est une bonne identité aussi. Voilà. Donc, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené en France ? Alors, comme je disais, mon père, anarchiste dans l'âme, et c'est que son père, c'est une histoire familiale, mais terrible. Donc, ma grand-mère, qui est d'un village de Igdir, a fui les exactions arméniennes. Ouais, parce qu'eux, ils racontent l'inverse, mais bon, par contre, là-bas, c'est ce qu'on a vécu. Et donc, elle et sa sœur, les seules survivantes de tout leur patelin, elles se sont échappées et ils ont foncé vers le mont Agri, ou Ararat. Elles ont traversé, à l'époque, il n'y avait pas de frontière, mais bon. Alors donc, elles sont allées du côté Azerbaïdjan du Sud, qu'on appelle nous, mais qui est en territoire iranien. Et donc, elle est restée là-bas et elle a rencontré notre futur grand-père. Et donc, du coup, ils sont revenus, alors qu'elle avait quitté son territoire Igdir, qui était à l'époque azerbaïdjanais. Et quand elle est revenue, c'était la République de Turquie qui était déjà créée en 1923. Après la création de la République. Et donc, du coup, on était, donc, du coup, on avait aussi la famille, côté paternel, en Azerbaïdjan du Sud ou en Iran. Voilà. Donc, maintenant, par rapport à ta question, c'était... quelles sont les raisons qui t'ont amené en France ? Voilà. Et tu es parti de ton père anarchiste. Exactement. Exactement. Donc, mon père, qui devait hériter de son père des terres agricoles, on ne sait pas pour quelle raison. C'était une sorte de terre virtuelle. Sur papier, je pense qu'il n'a pas dû, ou son frère, ils n'ont pas dû comprendre qu'il fallait donner un bakchich aux fonctionnaires. Donc lui, il a tracé quelque chose sur un territoire ou une terre, des terres agricoles virtuelles qu'on n'a jamais retrouvées. Et donc pendant des années, il s'est battu. Alors qu'il avait un atelier, des choses où il n'y avait pas de problème économique. Et donc il s'est battu pendant des années et finalement il en a eu marre. Et il a dit, maudit soit ce pays, je vais partir. Et donc là, Ankara, il s'est inscrit pour une migration pour aller, pour échapper de Turquie. Il voulait aller en Australie. Imagine. Ah ouais. C'était à quel point c'était. Voilà. Finalement, il rencontre un ami qui est en France, qui lui dit t'en fais pas, je vais là-bas, je t'invite, parce qu'à l'époque, apparemment, c'était une telle demande de main-d'œuvre. Et mon père, qui a été également menuisier, ferblantier, je crois on dit, le ferrailleur dans ce sens-là. Et donc artisan. Et donc ça n'a pas été difficile pour lui. Et il est arrivé en France 2 ans après, c'était en 72, et 2 ans après il est venu à Istanbul pour nous ramener avec lui. Et on s'est trouvé finalement dans un quartier vraiment, mais alors vraiment, je pense que
mon père a eu la bonne décision de sa vie, c'est de trouver un quartier loin des comment dire... Des banlieues. Ouais. Vous êtes arrivé où alors? Ben, on est arrivé, tu vois la rue Slédan, c'est pas très loin de l'orangerie. D'accord, ok. Ah ben, c'est une rue parallèle à l'avenue de la Forêt-Noire. D'accord. Voilà, ouais. pour te dire. Hein. Et bon, ça coûtait très cher pour lui, hein. C'était le seul à travailler. Mais bon, ben, on s'est débrouillé. Et on a eu des super voisins. Donc l'intégration a commencé déjà. Ah ouais. Et donc du coup, une des raisons qui a fait que vous arriviez en France avec ta famille, c'était surtout un appel économique de la France parce qu'on avait besoin de bras et de main d'œuvre. Voilà. Mais pour mon père, c'était pas du tout ça en disant oui. appel de la main d'œuvre, c'est cela. Oui. Lui, il a profité d'un appel parce qu'il voulait partir. Voilà, parce qu'il voulait quitter le pays et qu'il était écœuré, il était révolté, tout ce que tu veux. Et donc, il voulait quitter le pays. Et donc, il est arrivé en France. Au sud de la France d'ailleurs, du côté de Brive, pardon. Brive, ouais. Voilà, Marseille, autres, enfin bon. Et tout doucement, il est remonté à Strasbourg, je ne sais pas pour quelle raison, et voilà, on s'est retrouvé en Alsace. Oui, bah, c'est pas plus mal non plus l'Alsace. Ah bah non, bien sûr, non. Je suis très content d'être à Strasbourg, il n'y a pas de problème. Et du coup, quelles ont été les étapes que tu as rencontrées quand tu t'installes en France? Il y a pu y avoir des épreuves et qu'est-ce qui a été facilitant, qu'est-ce qui a été plus compliqué? En fait, j'ai une véritable parcours atypique, on va dire, hein, parce que j'étais l'aîné de la famille, on était 4 enfants. Donc après moi, il y a eu mon frère, et puis après, il y a mes 2 sœurs. Et donc quand ils sont arrivés en France, il y avait, dans les 4 ans, mon frère qui avait 3 ans de moins, donc tu imagines, j'avais 12 ans, donc lui, il avait dans les 9 ans, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, comme je disais, on était dans un quartier vraiment... Je ne peux pas le nier. Ça a été vraiment l'accueil dans cette rue. D'ailleurs, il n'y avait que nous dans l'immeuble, en tant que famille étrangère. Et déjà dans l'immeuble, on a eu une super rencontre avec un prof je ne savais pas, j'ai appris par la suite. De philosophie. Sacré à la Francis. fac à Strasbourg? Non, mais il était dans un lycée de la Méno. Et donc lui, il nous a donné vraiment beaucoup de cours. Il nous a habitués à la langue et à l'humour français. Avec des auteurs, des BD, Gottlieb, Fluide glacial, tout ça, tu imagines. Je vois le genre d'humour. Et donc, j'ai commencé tout de suite l'école à la rentrée, 74. Donc ça a été pendant 1 an, je ne parlais pas le français du tout. Hein. J'avais commencé la 6e à Istanbul. On apprenait soi-disant l'anglais. Alors tu imagines le niveau d'anglais du 6e. Voilà. Et donc pendant 1 an, on était dans une classe d'adolescents étrangers. L'année suivante, on m'a mis en 5e. Ça a été vraiment, la jungle. Là, j'imagine, tu viens d'un autre pays, t'as des copains de classe, ce n'est pas la même discipline. Déjà même à l'époque, c'était pas très discipliné par rapport à la Turquie quand même. Hein. Oui. Imagine, quand un prof entrait en classe, tout le monde se levait. Et là,
Voilà. C'est vrai qu'en 74, c'était pas loin après 68, donc c'était beaucoup plus décontracté. Quoi. Voilà. Et donc, et l'année suivante, donc c'était déjà mieux, mais il y avait beaucoup de difficultés. Et puis après, troisième, donc j'ai eu, à un moment donné, je pense qu'on va y arriver parmi les rencontres. J'ai parlé de Francis, mais au niveau de quatrième, troisième, j'ai rencontré un super prof, vraiment un bon Alsacien, toujours avec un pull-over rouge, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, un homme de gauche qui m'a vraiment aidé, orienté et qui m'a fait vraiment aimer le côté humain des gens, vraiment. Ah ouais. D'ailleurs, dans ce collège, il y avait même, d'ailleurs c'est bizarre, ma prof de musique, Madame Fleureau, je me rappelle toujours son nom, qui était dans le même esprit. On a récité tout le temps les poèmes de Prévert et autres compagnies. Potemkin. Voilà. Et donc, ça a été un parcours, je dirais, de rencontre avec vraiment des bons gens, quoi. Voilà. Et et en termes d'accession à la nationalité, c'est plus simple ou Alors, à l'époque, on n'y pensait même pas, demander la nationalité française. D'ailleurs, je crois que pour plein de gens à l'époque, surtout, même chez mon père, il n'était même pas question de s'installer ici. Il pensait à un moment donné, voilà, je vais rentrer chez moi. Mais finalement, chez lui, il est devenu ici. Oui. Quand même. D'ailleurs, il vit toujours. Plus de 92 ans quand même. Il vit toujours. Et donc, il n'est jamais reparti. Alors finalement, ce sont ses enfants, c'est-à-dire moi, mon frère, mes sœurs avant nous, elles ont demandé la nationalité française. Donc du coup, l'autre sœur aussi pareil. Et dans la foulée, pratiquement avec mon frère, lui, il a demandé aussi la nationalité française. Moi, par contre, tu sais bien qu'il y a une histoire de comment dire, pour le dépôt pour les hommes, Oui. pour le dépôt de dossiers de demande de nationalité, d'acquisition. Et il y a une histoire de service militaire à l'époque surtout. Il fallait fournir. Et moi, j'avais pas c'était comment dire. Je ne pouvais pas fournir ça parce que je voulais aller faire mon service militaire en Turquie, en plus tout en payant. C'était une histoire comme ça, service militaire réduit, comme on dit, de 2 mois. Et donc le temps que je fasse tout ça, c'était assez compliqué. Et finalement, entre-temps, je me suis marié, donc j'ai eu 2 enfants. Une fille et un garçon, voilà. Et du coup, ma famille a obtenu la nationalité française, mais je ne l'ai toujours pas. D'accord. Voilà, mais finalement, je me dis, un de ces jours, je vais quand même réfléchir, préparer un dossier. Moi, franchement, c'était à l'époque surtout. Par exemple, quand on était au conseil consultatif des étrangers de la ville de Strasbourg, il y a plein de gens on en parlait, on disait mais c'est tellement compliqué à monter tout un dossier, déjà à l'époque. Alors aujourd'hui, apparemment, c'est encore plus compliqué. Oui, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont rajouté une histoire de dictée, il y a plein de trucs dessus. Non, mais bon, ça, je veux dire, à la limite, moi, je m'en fiche. Franchement, de mon scolarité a commencé pratiquement en collège, lycée, fac, tout ça. Je ne vais pas aller demander, mais voilà. Mais c'est pas ça qui me fait peur. Mais je me dis finalement, voilà, je suis là.
je n'ai pas vraiment vécu de véritables rencontres de racistes ou de racisme. J'ai toujours eu vraiment, sincèrement, beaucoup de chance d'être dans un quartier, de ne pas être entouré de des gens, des racistes, ou même de l'autre côté également de radicaux, des choses comme ça aussi. Donc finalement, je me dis bon ben voilà, je me suis laissé aller. Voilà. Mais du coup, tu as dit que tu as fait partie à l'époque du conseil consultatif des résidents étrangers, et puis même après, tu travailles, donc tu fais de la traduction, c'est ça ? C'est ça, j'avais un cabinet de traduction et également d'assistance administrative. Donc c'était surtout destiné à la communauté turque, ou les turcophones, puisque j'avais également des Azerbaïdjanais. Et je faisais également des traductions français, turc, azéri. Et donc, du coup, à l'époque, on avait créé une association APEC Azerbaïdjan. D'ailleurs, à ce titre, on a adhéré à la CARES. Et donc, avec ça, également, on faisait partie puisque CARES a, comme tu le sais... A été l'initiative du Conseil... Exactement. Donc, du Conseil consultatif des étrangers, de résidents étrangers de l'époque. Et c'était vraiment des associations qui étaient vraiment engagées à ce niveau-là. Et donc, du coup, j'avais... des activités professionnelles, mais également associatives, donc de tous côtés, et plus la vie familiale. J'étais vraiment... vraiment pris, ouais. Voilà, mais là, du coup, dans ce cadre-là, tu as rencontré aussi des personnes qui ont plus de difficultés à s'intégrer, qui avaient aussi d'autres histoires, quoi. Franchement, je me disais, bon, puisque... dire, j'ai eu beaucoup de chance, mais par contre je rencontrais des gens qui avaient énormément de difficultés, mais je me demande est-ce que ce n'était pas dû à l'absence du niveau de français, je veux dire de non-connaissance de la langue en fait, parce que c'était ça la première difficulté. Ah oui. Mais voilà, bon, j'étais obligé de les accompagner. Quand je dis j'étais obligé, mais parce que justement, c'était également dans le cadre associatif. À partir des années fin 90, également, il y avait cette communauté azerbaïdjanaise qui s'est formée à Strasbourg par le biais de demandeurs d'asile ou autres. Plus après, il y a les étudiants qui sont arrivés là. Mais effectivement, je voyais c'est tout le problème, de toute façon, tous les problèmes que la communauté turque à l'époque, ou azéri, rencontrait en France, quoi. Voilà. Oui, puis tu as peut-être un ou deux exemples à partager, s'il y en a qui viennent en tête. Alors, par exemple, il y en a un, à l'époque, j'avais accompagné... ce n'était pas vraiment une personne qui faisait un effort pour parler, parce que bon, de toute façon, même dans son pays, en Turquie, déjà, il n'avait pas un super niveau de connaissance de l'école. Alors en France, on lui demande bien sûr d'apprendre le français, mais déjà, je vais dire, il a du mal à parler le turc lui-même. Alors bon, lui, je l'ai accompagné plusieurs fois à la préfecture. À l'époque, c'était pour une demande de logement. Il se trouvait dans un endroit très peu. Et finalement, ce qu'il y a eu, c'est que, à force, on a rencontré un fonctionnaire vraiment raciste. Là, il y a peu de gens où je le qualifie de raciste. Il a dit s'il n'est pas content et qu'il rentre dans son pays. Voilà. Alors qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça?
Voilà. À quelle heure vous finissez votre service? D'ailleurs, je crois que y a des gens qui lui avaient, qui s'étaient occupés de lui beaucoup plus tard. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est ignoble là. Voilà. Oui, puis même après, à la limite, Non, mais je veux dire, en fonctionnaire- tant que fonctionnaire, bah, il a il y a, pas. à une, lui il y a une parler obligation en- pour les fonctionnaires, c'est d'être représentant de la République et donc du coup de ne pas faire de C'est ce type de ça. distinction, quoi. Voilà. Et c'est une obligation légale, quoi. Donc, du coup, Il peut très bien réfléchir, penser, tout ce qu'il veut, mais pendant la durée de son travail, il est obligé, quelle que Voilà. soit la personne qu'il a en face, de se comporter en gens civilisés, en disant écoutez monsieur, voilà, on va s'occuper de votre cas, même si, voilà, mais bon, Ah ouais. voilà, par exemple. Et du coup, comment ça, enfin, t'as déjà un peu parlé comme ça de comment ça pu se passer, mais comment ça s'est passé avec les autochtones, les indigènes de la République française? Ça me fait toujours rire, hein, les indigènes. Oui, Ah oui, non, mais comment en on disait plaisantant la avec des définition- amis. La définition de disais- l'indigène, c'est Oui, celui qui habite le pays, quoi. les Donc, locaux, on va dire. voilà. Moi, je suis indigène aussi. Hein. Voilà. Et donc, non, franchement, en toute franchise, sincèrement, on a eu beaucoup beaucoup de chance, on va dire. On est tombé sur un quartier, il y avait des gens charmants, des gens qui étaient, qui venaient, on ne comprenait pas. Par exemple, on avait une dame, un vieux couple en face de notre immeuble. Oh, ils habitaient au 5e étage. Eh ben, ils nous ont emmené, par exemple, des livres, des Mickey à l'époque. On ne connaissait pas, mais qui a amené des livres autres. Gottlieb, c'est Qui nous mieux. a amené... non, mais c'est beaucoup Gottlieb, c'était avec Francis. Ah oui. Et par contre, il nous a amené des jouets, des petites voitures, parce que ces gens avaient eu dans le temps 2 fils, et donc bah, du coup ils n'avaient pas. Mais alors après le voisin en dessous, notre fameux Francis. Ben, si Francis m'entend, je lui fais coucou parce que et sa charmante femme qui s'appelait Annie. Je me remémore toujours. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le retrouver parce que je me rappelle pas son nom de famille, franchement. Alors, je fais un appel. Et donc, du coup... Bah, si Francis nous écoute, qu'il ah envoie oui, un non, message mais sur la page de aujourd'hui, je pense sur la qu'il a page plus Face- de sur la page- 70 ans. Mais qu'il envoie un message sur la page Facebook de la Caresse, comme ça on pourra le retrouver. exactement. Parce qu'en plus, à l'époque, il a eu une petite fille qui s'appelait Aurélie, et l'autre, le petit dernier, je pense, c'était Charlie. Et ben, donc je leur fais un coucou. Ben, s'ils nous écoutent, comme tu as dit, qu'ils viennent se signaler. Franchement, j'aimerais bien le retrouver, ces gens. Et donc, du coup, dans cette rue-là, que ce soit des gens en face, par exemple les boulangers, par exemple, qui étaient en bas de l'immeuble, qui venaient dire à ma mère, même si vous ne parlez pas ma langue, venez quand même me parler. Je veux dire, c'était quand même très sympa. Parce que elle pensait quand même qu'il ne fallait pas qu'elle reste isolée, qu'il fallait qu'elle parle. Donc voilà, c'était des gens très sympas. D'ailleurs, tout l'immeuble, on a eu des Espagnols quand même, juste au-dessus de nous. Une famille très sympa. Coucou Antonio, coucou Louis, coucou Marie, voilà. Et donc c'était dans l'immeuble finalement, c'était un joyeux brailleur, on était avec lui. Et d'ailleurs on avait même le côté court, c'était très sympa. Non, c'était... Voilà, je me remémore maintenant cette année-là, mais finalement c'était quelque chose de très sympa. Franchement, atypique quoi. Voilà. Non, ouais. Il y a plein de gens qui disent oui, racisme, non. Je n'ai pas eu cette mauvaise chance.
Mais Voilà. du coup, tu as vraiment actuellement, tu as vraiment le sentiment d'avoir ta place dans notre société. Oui, franchement. Non, mais j'ai eu... je ne sais pas si je suis dans cet esprit-là un privilégié ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà, on a eu un parcours, tout ce qu'il y a de plus... voilà, on était là, on est arrivé, on a eu notre place. Mon frère, il a fait ses études, mes sœurs ont fait des études. Je parle des études supérieures. Moi-même, c'était pareil. Donc après, j'ai ouvert un cabinet de traduction. J'étais en dernier jusqu'en 2018, pratiquement juste un petit peu avant l'accident de santé. Donc j'enseignais la traduction professionnelle. Et j'étais également intervenant pour l'interprétation azerbaïdjanais et français. Et donc voilà, je veux dire, j'ai évolué dans ce milieu-là et j'en suis heureux. Et bien sûr, parmi les rencontres, Oui. que j'avais dit, parce que là, à un moment donné, tu as parlé de ça. Donc quand j'ai dit Francis et Monsieur Ruche, le Ruche c'est alsacien, hein, sans eux. Voilà. Voilà. Mais bon, on disait Monsieur Ruche. Ouais. Attends, juste mettre. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une belle rencontre que tu as faite, ou plusieurs d'ailleurs? D'accord. Mais en fait, il y en a eu plusieurs dans cet esprit-là. Je dirais que la première, c'était, en plus des voisins très sympas, qui étaient vraiment bien accueillants dans cet immeuble, et même en face. Mais là, c'était le fameux, donc comme j'ai expliqué, le Francis et sa famille. Un véritable baba cool. J'ai appris par la suite qu'en fait, à l'époque, ils nous avaient appris le français vraiment sur le terrain, sur le tas. Ils nous donnaient des cours de rattrapage, hein, déjà avant même qu'on commence l'année scolaire. Et donc, du coup, il nous a montré par les BD, tout ça, l'humour français. Oui, puis l'humour, c'est quand même une des choses les plus difficiles à maîtriser dans une langue. Hein. Ah oui, non, mais justement, et donc, à partir du moment où tu as connaissance de cet humour-là et que tu es perméable à cet humour, donc ça fait un bien fou. Ah ouais. Et donc du coup, je fais connaissance de Gottlieb, je crois à l'époque. Goscinny peut-être aussi. Pardon ? Goscinny peut-être aussi. Oui, puisqu'il avait plein de BD, alors il me donnait, hein, en plus, en disant, je comprenais pas, mais je comprenais j'ai oublié le nom de ce personnage, Gottlieb. Gottlieb, il y en a plein des personnages. Comment il s'appelle le scientifique Isaac Newton? Voilà, exactement. Et la coccinelle surtout, la coccinelle de Gottlieb. Exactement. Et donc, tu vois, là, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Et donc, du coup, merci Francis, merci pour cette rencontre. Et... C'est d'autant plus rare comme personne qu'un prof de philo en 72 qui lit des bandes dessinées. En 74 qui lit des bandes dessinées. Oui. C'est pas évident parce que moi je me rappelle déjà quand j'allais au lycée, qu'on suivait des cours de philo. Les profs de philo qui nous parlaient de BD, pour eux, c'était vraiment un art mineur. Non, là, c'était vraiment alors, en 72... je confirme. En 72, c'est voilà. C'est exceptionnel de trouver quelqu'un comme ça. Voilà. Et ben, du coup, j'ai eu, vraiment, en plus de Madame Fleureau, c'est Monsieur Ruche, prof de français. Vraiment un très bon... Un bon humain, voilà. C'est ce que j'appellerais un bon humain. Qui, même en dehors de collège, vérifiait pour voir si on n'était pas trop, si on n'allait pas trop à droite à gauche, ou voire même, puisque il avait eu
un fils qui avait plus ou moins, je crois qu'il touchait dans le domaine de la drogue ou autre. D'accord. Voilà. Et donc, il faisait vraiment attention à nous, comme si on était des enfants. Et alors, la dernière personne, c'est quand j'ai rencontré à la fac, et cette personne m'a, m'a relié à ma culture d'origine, parce que c'était Madame Melikov, Irène Melikov. Elle était à l'époque directrice du département d'études turques. Elle était d'ailleurs d'origine par son père azerbaïdjanais et russe par sa mère. Et donc elle avait parlé toutes les langues, turc, azerbaïdjanais, russe, persan, arabe, puisque c'était une véritable turcologue. Et donc elle m'a réconcilié, réconcilié avec ma culture d'origine. Elle m'a même appris l'origine de mon nom de famille. Et donc voilà, c'est une personne vraiment magnifique. Donc c'est après ça, bien sûr, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui t'a permis de savoir d'où tu venais pour savoir où tu allais. Voilà, exactement. Parce qu'il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller, quoi. Exactement. Voilà. Donc c'était aussi de connaître tes origines, mais du bon côté. Et de savoir, me dire voilà ce que tu veux faire plus tard, en te basant sur tes pieds. Voilà. Ah ouais. Moi, ça me fait toujours penser à tous ceux qui veulent, pour qui c'est super important de conserver les traditions. Il faut savoir d'où elles viennent et quel sens elles ont, quoi. Voilà. Mais finalement, c'est des gens, s'ils sont bien dans leur tête, ils sont bien dans leur corps et ils sont bien aussi avec les autres. Oui. Voilà. Oui, mais bon, après les traditions, toutes les traditions ont un sens et il faut un peu en connaître le sens avant de dire, de juste s'appuyer sur la tradition bêtement sans y réfléchir, quoi. Oui. Voilà. Ok. Un petit mot pour finir. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait revivre toute cette période-là. C'était vraiment je pense que je recommencerai. En tout cas, merci à toi, merci à la Caresse, merci aussi à RBS, parce que là, finalement, ça nous permet de passer justement ce message, j'espère, qui a été, vraiment, qui a été perçu comme une sincérité, l'accueil, voilà. Ouais. Merci. Voilà, après ce long entretien, je vous propose d'écouter une arrivante en France pour nous chanter son amour pour le pays qui l'a accueilli. Mais avant de ça, je voulais vous préciser, avant de passer la musique de Joséphine Baker, J'ai deux amours, je voulais préciser qu'on a, comme vous avez pu remarquer, on a des bruits de fond, on a enregistré dans un bar, et le bar c'est le Good Idea, qui est au 6A Place d'Austerlitz, un endroit très sympathique où on nous a autorisé à passer l'après-midi pour faire des enregistrements. Voilà. Alors, je vais vous passer la chanson de Joséphine Baker, J'ai deux amours. Et du coup, elle n'a pas chanté forcément pour que ça devienne le générique pour les prochains JO à Paris, mais bien pour dire tout le bien qu'elle pensait d'un pays qui lui a donné des opportunités, plus d'opportunités que la terre qu'il a vu naître. Et on part aussi pour ça de son propre pays, pour vivre tout simplement. Voilà, la musique. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Enrique, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Bonjour, je m'appelle Enrique et je suis strasbourgeois de l'Amérique latine. J'habite à Strasbourg depuis bientôt 40 ans, donc plus que de nationalité, je suis plutôt un citadin, un citoyen ou plutôt un strasbourgeois venu d'ailleurs. Donc j'enseigne à l'université depuis 30 ans et je suis plutôt passionné de littérature, de poésie, de la montagne et puis je suis aussi prosélyte de la démocratie. Mhm. D'accord. D'où est-ce que d'où tu es originaire? Voilà, et je suis d'origine colombienne, je suis né en Colombie et j'ai vécu 20 ans en Colombie et ensuite je suis venu en France pour apprendre le français et les cours, ils continuent. Mhm. Les cours de français ne s'est pas arrêté. D'accord. Du coup, quelles sont les raisons qui t'ont amené en France et en quelle année approximativement? Alors, je suis arrivé en France en 1994 et je suis venu dans le but de faire des études. Mhm. Et à l'origine, je voulais faire des études de théologie. Strasbourg étant une ville très connue dans le monde par la recherche théologique en faculté de théologie catholique, faculté de théologie protestante. C'est la seule ville de France où il y a la théologie enseignée en faculté. En effet, et des grands penseurs de l'humanisme rhénan, la bibliothèque humaniste Célestat, Maître Eckhart, grands philosophes et penseurs de la Renaissance, ils sont passés par Strasbourg. Mhm. Donc à l'origine, mon projet c'était plutôt faire de la théologie. Je ne me suis pas inscrit à la faculté de théologie, mais j'ai traduit un livre de théologie. À l'époque où je suis venu, c'était le moment où la théologie de la libération en Amérique latine était très à la mode parce que après ce qu'on appelle le Concile de Vatican II, qui a eu lieu dans les années 60-68 à Medellín et à Puebla, et il s'était élaboré en Amérique latine une réflexion sur les missions contemporaines du christianisme. Et ces missions, c'était plutôt être témoin de Christ au sens de choisir le soutien aux pauvres comme témoignage du christianisme. Donc c'était une époque où la théologie était très sur le terrain en Amérique latine et en France aussi. Et donc la faculté de théologie catholique avait un projet de traduire 30 ouvrages de l'espagnol en français. Et j'ai eu le défi de traduire un livre de 350 pages sur l'histoire de la vie religieuse. Et ça a été mon école de français, la traduction. Mhm. Sur la vie religieuse en Colombie? Non, la vie religieuse en tant que phénomène sociologique, 2000 ans de la vie, 2000 ans de vie religieuse. Comment, quelle forme prend la vie religieuse à l'origine de la chrétienté, ensuite
sous l'Empire romain, après à l'époque de l'éclatement de l'Empire romain, le Moyen-Âge, la Renaissance, le 18e, 19e siècle. Donc c'était un livre plutôt de faire une réflexion sur la vie religieuse en tant que phénomène presque de l'espèce humaine. Mhm. Comment ça se présente, quelle forme, quelle contrainte, quelle organisation. Et puis, bien sûr, la vie religieuse, du point de vue surtout du catholicisme. Mhm. C'était très, très intéressant, cet ouvrage, édité par le CERF. D'accord. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que j'allais dire la vie religieuse, mais est-ce que l'impact du catholicisme dans la société française est différent en France ou qu'en Colombie? Enfin, je parlerais plutôt même de Strasbourg, parce que je sais que même en Alsace, la religion a une place différente qu'un peu partout en France, quoi. Bon, disons qu'en Colombie, ce qu'on peut remarquer, c'est que la vie religieuse, elle est à cheval sur la vie sociale tout court. Donc il y a une empreinte, ce qu'on appelle le catholicisme festif, mais aussi il y a une société où les rituels sont quand même encore très vivants, et les références à la mythologie judéo-chrétienne, c'est quand même assez connu. En France, on remarque que la Révolution française a coupé court, et donc la mythologie chrétienne, catholique, ou même de l'Ancien Testament, elle n'est pas toujours connue. Donc il y a quand même un vide de références culturelles, et de l'autre côté, ces contacts avec la vie religieuse, et au niveau pratique, on les voit avec la poésie. En Amérique latine, comme on fait la prière, on passe aussi à la poésie. Mhm. Et je pense qu'en France, comme la prière est un phénomène qui disparaît, la poésie n'est pas trop vivante, c'est plutôt un phénomène marginal, intellectuel, alors que la poésie, c'est une prière laïque. Mhm. D'accord. Du coup, quand tu arrives en France, quelles ont été les étapes, pour ne pas dire les épreuves, que tu as rencontrées pour t'établir, pour t'installer en France? Bon, les épreuves ou les étapes, j'ai eu beaucoup de chance parce que bon, je suis arrivé en tant qu'étudiant à l'université pour apprendre le français. Et j'ai fait 2 années d'études à l'Institut d'études françaises, à l'université. Donc c'était 2 années un peu comme Erasmus, avec des étrangers, donc c'était vraiment un peu les vacances, la découverte, l'insouciance, voilà. Donc c'était vraiment très bon accueil, et milieu étudiant des années 80, et donc c'était... Et puis même au niveau des démarches administratives, vous étiez accompagné, quoi. Oui, disons que comme j'avais là le visa étudiant, on renouvelle le visa étudiant, donc c'était pas un souci très grand. D'accord. Et du coup, à partir du moment où tu n'avais plus le visa étudiant? Bon, après une fois que j'ai pris la décision de faire les études en France, j'ai pu... j'ai eu quand même pendant 5, 6 ou 7 ans de visa étudiant. Je faisais des renouvellements, mais après j'ai eu des emplois, et donc j'avais un visa qui me permettait de travailler à mi-temps, et je sais pas, 15 ans plus tard, j'avais commencé
je me suis marié, j'ai eu des enfants, donc j'avais demandé la nationalité française. Et après, j'ai eu la nationalité française qui facilitait les démarches administratives pour le travail. Non. D'accord. Ok. Comment tu as été accueilli par les autochtones, par les indigènes de la République française? L'accueil a été très bon, justement parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais dans un contexte étudiant. Ensuite, il y avait beaucoup d'étrangers. Ensuite, les contextes universitaires. Donc, moi, c'était pas une question que je me posais à l'époque. C'était pas thématisé. Bon, à l'époque, c'est le début du Front National dans les années 80. Mais à ce moment-là, en tant qu'étranger, on n'était pas dans une situation d'attente ou d'angoisse. C'était plutôt décontracté. La situation. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, toi, tu as connu vraiment l'émergence du Front National en arrivant en France, l'émergence du Front National, le développement et l'expansion de ce parti politique, même de toutes les idées qui vont avec ce parti. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Comment est-ce que tu as ressenti les choses? Oui, à l'époque où le Front National a commencé à faire des grands scores, je peux dire que c'était une expérience très négative, mais au niveau collectif. Mais je n'ai pas vécu des expériences ou des traumatismes individuels. Étant donné que je suis latino-américain, et bon, les citoyens français ont un accueil plutôt favorable pour les pays de l'Amérique latine, c'est plutôt exotique. Et donc, on voyait ça avec une certaine inquiétude, mais moi, je n'étais pas ciblé de façon directe. Mais les discours qu'on commençait à entendre étaient quand même très surprenants, parce que quand on est en Amérique latine, par exemple, on imagine que le débat politique français n'est pas un débat qui va tourner autour de la race, de l'ethnie, de particularités de l'anatomie des personnes. Et quand on entend des politiciens qui vont sortir du champ politique, social, vers un discours de la biologie, de la race, on est vraiment un peu dans un étonnement de l'anachronisme, étant donné que nous sommes très conscients déjà à l'époque, nous étions très conscients que le nationalisme avait poussé l'Europe à 2 grandes guerres mondiales, et que on pensait que c'était inacceptable, impossible, invraisemblable qu'il puisse y avoir l'oubli que le nationalisme a poussé les pays à s'entretuer et même aller jusqu'à l'éclatement des 2 guerres mondiales. C'est un étonnement, une perplexité et puis qui, bien évidemment, reste, disons reste, parce que je suis pas je suis là depuis bientôt 40 ans, mais en 40 ans la perplexité reste, parce que le discours de
de l'extrême droite est un discours qui est directement corrélé à l'émergence de camps de concentration, de la Shoah. Donc c'est pas anodin. Donc on est toujours sous les chocs, et d'autant plus que aujourd'hui le discours il est décomplexé et décomplexé mais déguisé, parce que tout à l'heure tu parlais de la race. En ce moment le Front National il se cache derrière l'ethnologie, derrière les différences entre les ethnies plutôt que les différences entre les races. Ils sont décomplexés mais déguisés quand même. Ils parlent pas de racisme. Enfin, ils sont ah pas oui, dans... bien sûr. Non, mais c'est toujours de la politique. Ils vont aller jusqu'à la limite de ce que la loi permet. Mais on sait bien que tous les discours de l'extrême droite ciblent des populations d'origine étrangère et de façon à créer un choc, un traumatisme et surtout à avoir une rentabilité politique à tout prix. Donc c'est un jeu qui on a déjà vu dans le passé et ce jeu est mortifère parce que ça crée les germes d'une guerre civile. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais venu en Alsace pour aussi, à Strasbourg aussi pour découvrir tout ce qui est de l'humanisme rhénan et compagnie. Et là pour le coup, parce que pour moi il y a une figure aussi qui symbolise aussi plutôt le voyage, le fait de partir, de découvrir le monde, qui est un véritable, une figure de proue de l'humanisme rhénan, de l'humanisme de manière générale, voire même, à mon avis, c'est même la première lanterne du siècle des Lumières, c'est Erasme. De toute façon, d'ailleurs, maintenant, on le retrouve dans l'université, quand il y a des étudiants qui viennent de l'étranger, ils viennent souvent par le procédé d'Erasmus en Europe. Dans ce qu'il a construit, dans ce qu'il a mis en place, Erasme, est-ce que il y a aussi quelque chose comme ça que tu trouves qui pourrait nous servir de base de réflexion? Ah oui, c'est très actuel. Erasme, c'est très actuel avec l'idée d'une civilisation européenne avec des valeurs de respect de l'individu et des valeurs de respect de la loi. Donc ici on est vraiment gâté parce qu'il y a des figures comme Erasme, des figures comme Albert Schweitzer. Donc ça suffit si des personnes comme Albert Schweitzer, Erasme étaient un peu plus présentes dans l'enseignement, et ça ferait vraiment du bien parce que ce sont des esprits qui ont élevé la culture européenne au plus haut degré d'humanité. Mais Erasme est devenu le nom d'un programme universitaire, et Albert Schweitzer, j'ai eu l'impression que la France ne lui a jamais donné la place qu'il mérite, étant donné ses origines alsaciens, allemands. Un peu français, Albert Schweitzer. Considéré comme un peu allemand, un peu français. Et c'est justement la force des personnes comme Albert Schweitzer, Tom Ungerer, des personnes qui étaient dans les deux pays vraiment des grands Européens qui ont vraiment saisi l'enjeu de ce qu'était l'humanisme en fait. Mais, moi je pensais surtout, parce que pour moi, quand j'ai découvert Erasme, je me suis rendu compte qu'il avait inspiré Luther, qu'il avait inspiré tous les philosophes d'une certaine façon.
il avait inspiré tous les philosophes de l'époque des Lumières, voire même en Angleterre. Oui. Comment il s'appelle celui qui a écrit Thomas More. Thomas More, c'est Erasme aussi a relu les copies de Thomas More avant. Et même jusqu'en Italie, il a inspiré pas Pour moi, c'est vraiment lui qui est la base de toute cette révolution-là et qui était complètement oublié, qui est complètement ignoré maintenant en fait. Oui, c'est ça, c'est notre problème actuel, c'est un petit peu une sorte de panne de mémoire. Et donc dans ces pannes de mémoire, dans ces vides, vient s'installer des discours de haine et de peur, des discours d'animosité, des discours identitaires. Et donc l'Alsace est vraiment une région qui est très riche spirituellement. Les grands réformateurs, les grands penseurs, Sébastien Brandt. Sébastien Brandt, son livre La Nef de Fou, c'était les premiers best-sellers après la Bible en Europe. La Nef de Fou, c'était une inspiration pour Erasme, justement. Parce que la Nef de Fou, voilà, c'est aussi se moquer de mœurs, de la vie quotidienne, de l'argent. Sébastien Brandt, c'est énorme. Énorme. C'est un grand intellectuel et puis au niveau européen. Albert Schweitzer, il a une grande aura en Amérique. Pour te dire quelque chose, Eric, en 1980, j'ai lu un reportage en Colombie sur Tommy Ungerer. Une revue lui avait consacré 4 pages à Tommy Ungerer. Et donc, quand je suis arrivé à Strasbourg, j'avais déjà entendu parler de Tommy Ungerer. Il me semblait que en 1984, Tommy Ungerer, c'était pas très connu. Plus connu en Allemagne. Oui. Plus connu en Allemagne. Aux États-Unis aussi, je crois. Aux États-Unis, il était connu parce qu'il a été illustrateur et aussi considéré persona non grata à cause des livres d'enfants et à cause de son pacifisme aussi. Oui, à cause de ses caricatures contre la guerre au Vietnam. Oui, mais Tommy Ungerer, c'est un grand artiste. C'est énorme aussi. Grand artiste. Je sais que moi j'en avais pas mal entendu parler quand j'étais au collège, mais c'est parce qu'on a un prof d'art plastique qui était fan de Tommy Ungerer. Donc... Tu as eu la chance. Enfin, il nous en a parlé quoi. Du coup, est-ce que tu as le sentiment d'être à ta place dans notre société? À ma place, si. J'enseigne à l'université depuis quelques années et j'ai eu la chance de travailler à l'École nationale d'administration aussi depuis 1994. Oui. Donc bon, j'ai eu l'opportunité d'avoir des jobs intéressants. Donc je me sens très bien. Très bien. T'as rencontré et t'as enseigné à l'élite de notre nation maintenant. Oui, donc ce que je fais ici, j'aurais pu le faire chez moi. Donc je ne suis pas en train de me dire mince parce que je suis à l'étranger. Je n'ai pas pu faire des choses. J'étais pénalisé par mon exotisme ou mon étrangeté. Ça va, je me sens très bien. À Strasbourg, j'ai une très grande dette envers Strasbourg qui m'a ouvert les portes. Et voilà, sans que j'ai eu des qualités exceptionnelles, j'ai pu travailler dans des endroits sympas. D'accord. Est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué que tu voudrais partager avec nous? Des expériences
Dans quel sens Là, pour le coup, j'avais plutôt pas pensé d'abord une mauvaise expérience et puis après une belle rencontre. Mais Une belle rencontre. Ça me vient maintenant à la tête une expérience que j'ai eue à Paris il y a 3-4 ans. J'accompagnais mon fils à passer un concours pour faire un master à Sciences Po. Et il est connu que les Parisiens ils sont pas très accueillants, que les Parisiens sont pas, ils font pas preuve d'hospitalité. Et c'est vraiment quelque chose que les gens disent tout le temps. Et alors un jour, on était en train de marcher avec mon fils un dimanche vers 19h dans le 14e arrondissement. Et puis il y avait des affiches politiques et il y avait 4 personnes, 2 couples qui étaient là et je me suis arrêté avec mon fils et petit à petit on a commencé à parler des candidats, et puis on a parlé, on a discuté, et puis on a parlé un peu, ils ont demandé qu'est-ce qu'on faisait, voilà. Et on a expliqué qu'on était là pour... j'étais là pour accompagner mon fils pour les concours, l'entretien. Et puis on a marché. Et puis à un moment donné, on est arrivé devant chez eux. Et il y a un des messieurs qui dit, vous voulez venir prendre l'apéritif avec nous et après on va manger un couscous que ma femme a acheté. Et alors j'étais vraiment étonné parce que à Paris dans l'idée que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Alors malheureusement on n'a pas pu accepter l'invitation parce qu'on était attendu. Mais c'était quand même une expérience qui montre que finalement il ne faut pas s'arrêter au cliché et puis les expériences positives on peut les provoquer ou les laisser. Donc c'est vraiment un souvenir très sympa. On n'est pas allé manger avec eux, mais on était invités. Ah ouais. Alors qu'on avait fait connaissance 20 minutes auparavant. Voilà une anecdote qui montre que l'homo parisianicus peut être aussi spontané et accueillant. Ouais. J'ai une dernière question. Tu disais que tout à l'heure que tu aimais bien te balader en montagne. C'est quoi les différences entre les montagnes en Alsace et en Colombie ? La différence principale, c'est la sécurité. Ouais. Parce que c'est sûr que dans les Andes, il y a eu une présence de la guérilla, et puis il y a eu une présence de certaines parties de la population qui se déplacent à cause des luttes. Donc aussi, la montagne là-bas, c'est pas idyllique. Hein. Il vaut mieux de loin. D'accord. Et donc ici, vraiment, j'ai appris que j'étais quelqu'un de la montagne en Europe. Hein. J'ai pu aller dans les montagnes, les Alpes autrichiennes, et voir de loin et de près la montagne, alors que chez moi en Colombie, je voyais la montagne de loin, et tous les jours, je la voyais de loin, mais il n'y avait pas la possibilité d'y aller. Donc je suis de la montagne, mais c'est vrai qu'ici, je suis plus... je peux satisfaire cette... Donc en Colombie, tu étais théoriquement en montagne,
Un montagnard, mais en théorie, et tu as découvert que tu étais en réalité en arrivant ici. Ah oui, 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 oui. Je me souviens, une fois on est allé en vacances avec les enfants en Autriche et on était vraiment dans la montagne. Je me suis dit, mince, je suis de la montagne. C'était une expérience très intéressante, la montagne. D'accord. Est-ce que tu as un mot pour conclure? Non, écoute, pour conclure, comme on a parlé politique de Strasbourg, je dirais que j'aime l'appartenance aux villes, plus que l'appartenance au pays. D'accord. J'aime appartenir à une ville et l'appartenance au pays, pour moi, c'est pas très sexy, c'est un peu, c'est pas concret, c'est abstrait, alors qu'une ville, c'est quelque chose qui tu habites, tu déménages, tu travailles, et chaque rue te parle, chaque café. Tu as déjà partagé une conversation, un restaurant, tu as goûté les saveurs et tout ça dans un périmètre assez maîtrisable. Donc je pense que la ville, en tant qu'organisation politique et sociale, ça me convient très bien. Je suis nostalgique des villes-États. Oui, disons que c'est un peu le sens de citoyen. Oui. Celui qui habite la cité. Et puis, comme en grec, la ville se dit polis. Le politikon, c'est la vie dans la cité. Quoi. Oui. Je pense que ça implique, ça permet plus de responsabilité. C'est vrai que Strasbourg a ce passé de cité-État, justement. Oui, aussi. Strasbourg a ce passé. Oui. Les Strasbourgeois ils se sont battus contre l'empereur, contre les rois, contre l'église. Ils se sont battus contre le roi de France et l'église, ils se sont arrangés avec l'empereur. Oui, mais ils ont été plus malins que ça. Mais ils ont revendiqué des droits de la ville. Ah ouais. C'est très intéressant, la démocratie qui s'est fait autour de Reims. Une démocratie, une construction en fait, démocratique. Processus très intéressant. Oui, qui était dirigé par 13 maires, d'où la rue du Fossé des 13, qui était l'endroit où il siégeait, quoi. Oui. Non, c'est intéressant cette idée, cette taille, non, des villes comme Strasbourg où l'évolution a été progressive. Que c'est pas le cas de l'Amérique latine où Lévi-Strauss dit que les villes latino-américaines ont passé de l'enfance à la vieillesse sans avoir jamais eu une maturité. Oui, bon, après l'histoire de l'Amérique latine, ça a été aussi une histoire de renversement, quoi. Oui. L'histoire de Strasbourg s'est construite depuis le camp romain d'Argentoratum jusqu'à maintenant. Oui, millénaire. Donc en Amérique latine, ça s'est fait en 400 ans, je crois. Oui, les villes, c'est 200, 300 ans. C'est une histoire millénaire. Ouais. Ok, merci. De rien. Le temps est venu d'une nouvelle pause musicale et cette fois-ci, je vous propose cette chanson de Maxime Le Forestier, Né quelque part. Comme quoi, on ne choisit pas le lieu où on est, on ne fait qu'à apprendre à aimer le pays où on vit. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Mohamed, j'ai 25 ans, je suis marocain, je suis né au Maroc et j'ai vécu bien sûr là-bas.
J'ai 25 ans et je suis actuellement dans le consulting SAP, dans une entreprise de conseil. Et voilà, j'ai fait mes études ici en France. Je suis venu en 2017 en France. J'étais avant à Rennes où j'ai eu ma licence. Et après j'ai basculé à Strasbourg où j'ai fait 3 années à l'EM Strasbourg. Et puis voilà quoi, là je suis avec vous pour vous parler de mon expérience ici en France. Et du coup, tu as fait quoi comme études en France? Alors, j'ai fait des études en finance. Exactement, j'ai une licence en banque et finance d'entreprise. Et j'ai fait 3 ans. Et puis, arrivé le master. Alors, si je commence depuis tout le début, juste après mon bac, j'avais fait 1 an de prépa au Maroc. Et du coup, mon année de prépa, ça s'est pas trop bien passé dans le sens où j'avais postulé pour venir étudier en France. Je comptais pas vraiment venir étudier en France. L'idéal c'était de terminer mes 2 années de prépa et puis voir si je viens ou pas. Enfin ça c'était vraiment à voir. Du coup j'ai fait 1 année, j'ai pas terminé mon année. Et au cours de cette année, bien sûr j'ai postulé ici en France. J'ai postulé à l'université de Rennes 1. L'université d'Avignon et l'université de Nice. Alors c'était 3 choix qui sont complètement au pif. J'avais pas vraiment j'avais pas vraiment de préférence ou quel choisir. Juste postuler à l'université où il y a vraiment où je peux étudier de l'économie et de gestion. Du coup j'ai été accepté à l'université de Rennes 1. Au début je voulais pas aller en France, mais bon, je vois que j'ai été accepté et tout. J'ai parlé à mes parents, ils ont vu ça, ils étaient contents bien sûr. Du coup, j'ai commencé les étapes de préparation de mon visa, de me préparer même parce que c'est aller étudier dans un autre pays. C'était la première fois que je quittais mon pays. Je suis venu, j'avais 19 ans, je crois, 19 ou 18 ans, donc j'étais jeune. Du coup, j'ai choisi Rennes parce que c'était la première université qui m'avait accepté, parce que c'était sur le campus France-Maroc. En fait, on postule et on choisit la liste des universités. On avait droit à 3 universités. On avait droit à 3 universités. Et du coup, la première, c'était Rennes. Du coup, j'ai accepté, bien sûr, comme quoi je voulais bien sûr étudier à Rennes. Et puis voilà, j'ai commencé tout ce qui est étape, préparation de visa. C'était vraiment moi qui était très intense pour moi, pour mes parents bien sûr, qui étaient toujours là avec moi, peu importe, qui voulaient bien que j'aille étudier. Même si c'était un choix qui était pas évident. Et du coup, arrivé le moment, je suis venu à Rennes. Et je suis parti seul bien sûr. Je suis venu seul en France. J'ai fait Rabat-Orly à Paris. Et il y avait mon cousin lui aussi qui était mon garant, qui était comme mon grand frère franchement, il était là. J'ai passé 4 jours à Paris avec lui. J'ai visité un peu la ville, Paris et tout. C'était ma première arrivée en France. J'ai pris la photo à côté de la Tour Eiffel comme n'importe quel touriste. Des trucs classiques. Même comme un Strasbourgeois à Paris, ouais, c'est pareil. C'est ça. Et du coup, après, bien sûr, j'avais pris le train pour faire le trajet pour faire le trajet Paris-Rennes. Je suis parti avec mon cousin. Ah oui, et petite précision. Moi, j'avais trouvé le loyer quand j'étais au Maroc. Ça, c'était vraiment... Ouais, c'est ça, c'était vraiment, je dirais même un miracle. Parce que je cherchais sur des sites. Il y avait Le Bon Coin, il y avait Imojeune, je crois, il y en avait un, c'était un site qui était jaune, il y avait une interface jaune. Du coup, je cherchais, j'ai trouvé une petite chambre, je crois, c'était un truc de 14 mètres carrés. Et du coup, je contacte la dame directement par mail, je me présente, bien sûr, bonjour, je suis Mohamed, qu'est-ce que je viens. Mais bien sûr, je lui ai envoyé l'acceptation de l'université, mon billet d'avion, comme quoi je viens vraiment ce jour-là, mon visa et tout, enfin j'avais rien payé. Et du coup la dame elle était très très sympa.
Elle m'a accepté, elle m'a dit ouais, je confirme ta réservation alors que j'avais rien payé. Donc c'était vraiment quelque chose que c'était très difficile de tomber sur ça. C'est-à-dire des gens qui te font confiance alors que tu n'es même pas arrivé en France. C'était vraiment, je dirais que j'avais aussi de la chance un peu. Donc ça c'était bien. C'est-à-dire les premiers jours, je suis pas parti à l'hôtel ou chez un pote ou quelqu'un. Je suis parti directement. C'est ça, ouais, voilà. Du coup voilà, j'ai fait 4 jours à Paris. Après j'ai pris le train avec mon cousin. On est parti à Rennes. La dame nous a bien accueillis. Franchement, c'était un très bon accueil. Elle était avec son mari et tout. Son mari est un ancien Algérien. Il a vécu en Algérie. Donc, je suis arrivé un dimanche exactement. Je m'en souviens. Du coup, voilà, j'ai signé le contrat, le bail et tout. Tout se passe bien. Mon cousin est parti. Et du coup, moi, je suis resté là le dimanche. C'était le dimanche matin. Du coup, petit moment nostalgique, je reste dans ma petite chambre. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que je fais ici? J'aimerais bien retourner au Maroc et tout, parce que ouais, c'est une première. Ouais, oui. Mais bon, d'ici, je pense, ça a commencé mon aventure et... Mais du coup, parce que moi, je me rappelle, mes premières années où c'est pareil, à 19 ans, je me suis retrouvé tout seul dans mon village de campagne, dans Strasbourg. Il y avait un peu d'angoisse, un peu de difficulté à trouver mes repères. Ça s'est passé comment pour toi? Déjà, tu parles bien le français. Au Maroc, on parle le français aussi. Déjà, ouais, c'est ça. Ici, on a cet avantage de parler déjà en français chez nous au Maroc. Après, moi, j'étais aussi dans une école catholique. Donc, on avait plus d'heures de français prévues que d'autres écoles. Bon, ça, c'était un avantage, mais bon, un bon avantage. Mais du coup, voilà, l'accueil, comment ça s'est passé, c'est vraiment... Ça s'est passé tout seul. Déjà, j'avais pas ce problème-là de langue. Donc ça, c'était bien. Peut-être il y avait un peu le problème culturel. Par exemple, à l'université, je pars. D'habitude, j'étais habitué à avoir des amis marocains à moi. Puis je me retrouve avec... Des Bretons. Ouais, des Bretons. Il y avait que des Bretons. Il y avait que des Bretons et tout. Donc, mais bon, c'était bien. Enfin, il faut s'adapter. C'est comme ça. Donc voilà, au début c'était bien. Je me suis fait des amis à l'université, pas trop non plus. J'étais un peu discret, enfin pas discret, mais j'étais plus en retrait. Mais petit à petit, je pense que le temps, petit à petit, on commence à faire nos repères, on commence à avoir nos petits trucs et tout. Et donc tout vient seul. J'ai passé 3 merveilleuses années à Rennes. Franchement, c'était une très très belle ville, très belle expérience. C'est là-bas où j'ai eu ma licence et la première ville qui m'a accueilli en France. Donc je pourrais être que reconnaissant. À part bien sûr, en juin à Saint-Malo, il fait trop froid. Donc, mais sinon, franchement, la ville c'est bien. C'est une petite ville. Il pleut beaucoup. Donc faut s'y attendre, c'est la Bretagne après. Mais c'est ouais, la réputation de la Bretagne. C'est la réputation, mais ça reste une très très belle ville, une très belle université. J'ai rencontré de merveilleux profs à l'université, Madame Chantal Guéguin aussi, qui était chargée de notre licence. Donc oui, ça s'est bien passé franchement. Ah ouais. Et du coup, tu as fait tes études en France, tu m'avais dit que tu comptais peut-être retourner au Maroc, mais du coup tu es resté en France et... Exactement. Le retour au Maroc, bon, ça c'est pas vraiment une question que tu peux répondre par oui ou par non. Je parle d'un côté pour étudiants étrangers qui sont venus ici en France. Par exemple, cette question c'est pour ça. Mais après, pour retourner au Maroc, franchement, moi pas le but, mais déjà, le point, c'était de terminer mes études ici, d'avoir déjà mon master, ce qui est quelque chose de minimum, je crois, pour se lancer dans un marché de travail. Il faut un master et tout. Bon, bien sûr, tu peux commencer par d'autres, mais bon. Après, retourner au Maroc, bon, ça franchement, je sais pas. Parce que là, déjà, je viens de commencer mon travail, je viens de commencer mon CDI. Donc peut-être ça pourrait être quelque chose dans le long terme ou moyen long terme. Franchement, je pourrais pas vraiment parce que même moi je connais pas la réponse.
Mais Donc, du coup, quel est le trajet, ton histoire de vie qui a fait que tu restes encore en France? ce qui fait que je reste encore en France, c'est déjà que j'ai fini mes études Mhm. et que j'ai trouvé un travail, un CDI, et j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, qui me permet de me développer, de développer mes compétences. Donc c'est la raison principale pour D'accord. laquelle je suis resté en Ah France. Donc ouais. Et donc du coup, quelles sont les étapes, un peu les étapes que tu as rencontrées? Enfin, tu as parlé de passer le visa, mais quelles sont les étapes qui ont fait que tu t'es bien adapté à la vie française? Enfin, bretonne d'abord, puis française après. Ouais. Écoute, pour les étapes, pour l'adaptation, déjà, c'est très simple. Il faut partir du principe. Moi, je suis venu en France. Du coup, t'es venu dans un pays qui n'est pas le tien. Donc, automatiquement, tu dois respecter les règles ici. C'est-à-dire, il faut pas forcer non plus pour s'adapter. Mais il faut pas non plus rester trop en retrait. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre. Il faut vraiment trouver le juste équilibre. C'est-à-dire, il faut essayer de s'adapter bien sûr, mais il faut pas oublier quand on vient du Maroc. Donc des fois c'est pas la même chose. On n'a pas le même principe. On a des fois pas la même vision. Mais c'est vraiment une question d'équilibre. Et je pense que c'est ça qui m'a permis vraiment de mieux m'adapter, de ne pas trouver de difficultés, de ne pas trouver de problèmes, d'avoir de bons amis. Et donc, je crois que c'est vraiment ça. Il faut vraiment trouver un juste équilibre entre les deux. Entre les deux. Ouais, c'est ça. Parce que au final, on vient dans un pays, c'est pas forcément comme chez soi. Donc, c'est normal. Donc ton idée, c'est surtout de respecter un peu les règles de la société, C'est ça, ouais, exactement. tout en gardant ta propre identité. Exactement, ouais, parce que, ouais, c'est ça. On peut pas être... bon, par exemple, moi je parle en tant qu'étudiant étranger marocain, c'est difficile d'être, par exemple, français plus qu'un français. Oui, oui. C'est ça. Mais bon, après, ça veut pas dire qu'il faut rester dans son identité 100%. Donc c'est ça, il faut trouver vraiment le bon équilibre. D'accord. Et du coup, vous avez eu l'occasion d'en discuter avec d'autres étudiants, des Bretons, et d'autres étudiants qui venaient d'autres pays, sur la façon dont vous compreniez la mentalité des Français. Ouais, c'est ça, j'ai eu l'occasion d'en discuter. Après, ouais, c'est vrai, moi à la fac, il y avait vraiment que des Bretons. C'était pas comme ici à Strasbourg où j'ai fait mes études de master. Ici, il y avait c'était beaucoup diversifié. Ah, d'accord. À Rennes, De quoi à Strasbourg, c'est plus diversifié quand même. Ouais, je vois. D'accord. Ouais. Pour moi, je constate que à Strasbourg. Après, moi, j'ai fait à Strasbourg une école de commerce. Donc, les écoles de commerce, c'est plus. Il y a plus de. Il y a beaucoup de nationalités. Par exemple, à la fac, c'était vraiment que. Bon, il y avait bien sûr que autres personnes que des Bretons, mais spécialement que des Bretons. Ah ouais. Et du coup, je pense au début, j'ai eu que des amis qui venaient que de Rennes ou de la région et tout. Du coup, j'essayais aussi de découvrir un peu leur rythme, comment ils font. J'essayais aussi d'apprendre, bien sûr, parce que je suis nouveau dans un pays, donc il faut aussi apprendre, il faut être à l'écoute. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que tu... Ouais, on a parlé de l'accueil des autochtones. Est-ce que tu as une mauvaise expérience à partager, une mauvaise expérience, un truc que tu as mal vécu à nous partager? Alors, mauvaise expérience, bon, ça peut paraître un peu, pas une réponse, ça peut paraître, C'est quelque chose qui t'a touché. Ouais, c'est ça, une mauvaise expérience. Bon, je peux dire que, mais je qualifierais pas ça vraiment de mauvaise expérience. Bon, moi j'ai refait ma dernière année de master, j'avais redoublé. Mais bon, comme je dis, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a que des expériences et t'apprends. Oui. Je pense que cette expérience m'a appris ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que j'ai pu découvrir le marché de travail parce que j'étais en alternance. Du coup, j'ai vu comment ça fonctionne le marché de travail, j'ai eu mes repères. Et je pense que c'est grâce à cela que là, que j'ai eu mon contrat de travail.
Et c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment de ma mauvaise expérience. Donc C'était une mauvaise expérience liée à ta recherche de travail ou non, mais ce que j'avais, redoublement du master. c'est ça. Ok, Ouais, d'accord. je pense que c'était ça vraiment ma mauvaise expérience. Mais c'est ça, comme j'ai dit, enfin, mauvaise expérience qui vient, c'est plus pour apprendre. Mhm. Mais une mauvaise expérience en soi, enfin, je sais pas. je m'en Alors, souviens pas. Est-ce que tu peux nous partager avec nous une belle rencontre que tu as faite? Une belle rencontre. Bah, je dirais, enfin, deux belles rencontres. J'ai rencontré, je crois, mes amis quand j'étais à Strasbourg. Je pense, ouais, quand j'étais à Strasbourg, à Rennes. Je pense ici j'ai eu enfin, j'ai eu plus d'amis qu'à Rennes. Et ici j'ai rencontré, enfin, beaucoup de personnes. On était plus qu'une famille, on était plus que des amis, on était une petite famille, on peut compter l'un sur l'autre. Et voilà, là c'est depuis 3 ans et tout, donc je pense que c'est pas une seule rencontre, mais c'est beaucoup de rencontres. Et puis chacun a son petit caractère, donc tu essaies de prendre de tout le monde. Et c'est ce qui fait de nous, voilà. Enfin, tu fais de bonnes rencontres et tu vois de nouvelles gens, nouvelles personnes. Une toute petite dernière question. Du coup, tu as parlé de la différence entre Rennes et Strasbourg. Qu'est-ce qui a vraiment de marquant, de différent entre Rennes et Strasbourg? Alors, alors tu veux les problèmes avec les Bretons, hein? Non, pas forcément. Après, c'est surtout ton impression que c'est je ça, voudrais mon avoir, impression. Alors, moi, parce que Rennes, c'est aussi une plus petite ville que Strasbourg. C'est ça, et donc, voilà. Du coup, moi, je me suis plus retrouvé sur Strasbourg que Rennes. Bon, là, ça reste vraiment mon avis personnel. Déjà, Rennes, c'est plus grand. Enfin, c'est une ville qui est plus grande que Rennes. Après, il y a aussi Strasbourg, ce côté bien desservi en France. On voit que c'est à côté de l'Allemagne, c'est à côté des autres pays, la Belgique plus ou moins, enfin les Pays-Bas. C'est vraiment bien desservi. C'est assez joli. Même Rennes, bien sûr, il fait beau. Mais je crois que qui a fait vraiment la différence, c'est vraiment mes études en école de commerce. Parce qu'en école de commerce, ça te permet de voir beaucoup de gens, de découvrir plus de nationalités, d'avoir affaire avec beaucoup de gens. Donc c'est vraiment ça qui a fait la différence, parce qu'on connaît très bien les études de fac et les études d'école de commerce, c'est pas vraiment la même chose. Peut-être que si j'avais fait une école de commerce à Rennes, ça aurait été mieux que ici. Je peux pas dire ça. Mais voilà, quand tu es à la faculté, tu es plus dans le côté pédagogique, tout seul, enfin tu es à la bibliothèque H24 et tout, alors que école de commerce, tu as affaire avec d'autres gens, tu as des projets, tu as pas mal de choses à faire avec d'autres gens. Donc c'est ce qui a fait plus ou moins la différence. Et en plus, la ville est très très jolie. Ouais, j'ai trop aimé la ville, surtout en Noël et tout, franchement, c'est trop bien. Donc voilà, j'aime bien Strasbourg. Quand je pars au Maroc ou je pars quelque part et tout à Paris chez mon cousin ou mes cousins, ça me manque. Ça me manque Strasbourg. C'est une très belle ville, j'ai mes repères, j'ai mes amis, j'ai mon travail, j'ai tout ici. Donc après bon, s'il faut changer, bah il le faut. Enfin tu commences à avoir l'habitude maintenant. C'est ça, mais là j'ai l'habitude. Mais après bon, si le destin me dit d'aller vivre dans une autre ville à 1000 km de Strasbourg, bien sûr j'y vais. Mais là j'aime bien Strasbourg, je pense que c'est ce qui... Après tu as aussi ce côté je pense d'âge. Quand je suis venu à Rennes, j'étais encore jeune et tout, je connaissais pas vraiment beaucoup de choses, j'étais un peu perdu. Alors que Strasbourg, tu as déjà 3 ans d'expérience à Rennes, donc tu connais déjà vraiment pas mal de choses, tu as déjà découvert pas mal de choses. Donc c'était plus facile de s'adapter à Strasbourg qu'à Rennes. Ok. Ça marche. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Bah, écoute, je souhaite déjà vous remercier pour cette interview, pour remercier bien sûr la caresse. Et voilà, j'espère... voilà, je vous remercie. Merci à toi. Merci. Voilà, notre émission touche à sa fin. Mais avant de vous faire mes adieux, chers auditeurs et chères auditrices,
Il me faut partager avec vous quelques rendez-vous intéressants et avant tout de vous parler de ce rendez-vous citoyen organisé par la ville de Strasbourg le 2 juin au Port du Rhin. C'est la deuxième occurrence du Festival des Possibles où vous pouvez vous balader au milieu des associations, des initiatives citoyennes et des instances de participation à Strasbourg. Comme par exemple le CVIC qui vous parle en ce moment par ma voix. Alors venez sans hésiter nous retrouver entre 11h et 19h. Ça se passera au Port du Rhin, au Stade Hippodrome, pour savoir qui on est et mettre un corps sur cette voie qui vous envoûte, je n'en doute pas le moins du monde, au moins une fois par mois. Je voulais aussi vous parler d'un événement... Je voulais aussi vous parler d'un événement du Festival Strasbourg Méditerranée. Un appel à contribution après les rencontres et les ateliers d'écriture des frontières. Des frontières et des mots deviendra une émission de radio en direct le samedi 8 juin 2024. Et si vous avez une proposition de texte, court extrait de roman, poème ou essai sur le thème des frontières que vous aimeriez faire découvrir en le lisant ou en le faisant lire à l'antenne, contactez Strasbourg Méditerranée en écrivant à strassméditerranée@gmail.com. Alors Strass Méditerranée, c'est STRASMEDITERRANEE. Voilà, @gmail.com. Et vous transmettrez votre contribution. Pour les chineurs et les chineuses, le samedi 1er juin, samedi prochain, il y aura un vide-grenier au quartier tribunal, place Charles de Foucault. Et enfin, la veille, au Port du Rhin, vous pourrez assister à un défilé engagé, ouvert à tous et à toutes, et un concert de lancement pour le mois des fiertés aux 5 rues de la coopérative. Et voilà, pour bien commencer ce week-end où je viens d'indiquer des bonnes adresses et des bons moments, le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Et le cœur serré, mais pas d'inquiétude, vous pourrez entendre mes camarades de la caresse dimanche prochain de 13h à 15h. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un mois. Un rendez-vous avec le monde comme de bien entendu. Merci. Ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Ojos de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso digo que no.